Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 21 septembre 2025. On a des sujets assez intéressants et assez cool pour cette fin de semaine. On va déjà parler de Stellantis et en particulier de Peugeot qui dévoile un nouveau système de batterie pour voitures électriques révolutionnaire, permettant des plus grandes autonomies, des meilleurs temps de recharge, mais également de produire des voitures électriques plus légères. On va parler d'un nouveau gros problème qui touche certaines marques du groupe Stellantis, dont leurs modèles sont touchés par un ordre de stop drive, c'est-à-dire qu'il est interdit de les conduire à cause de la dangerosité de leur système de freinage. On va également parler de Stellantis, ironie du sort, qui la même semaine dépose un nouveau brevet concernant un nouveau système de freinage avec des freins tambours. Et pour terminer, on parlera de Toyota qui continue de croire en une technologie qui est abandonnée maintenant par presque tous les constructeurs automobiles. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère comme d'habitude qu'elle vous intéressera et qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude aussi pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de celle-ci, en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, nous allons commencer en parlant de Stellantis et plus précisément de Peugeot qui dévoile une nouvelle technologie de batterie assez révolutionnaire et assez unique en son genre. Un système qui élimine deux éléments traditionnellement indispensables pour les voitures électriques, le chargeur et l'onduleur. Cette nouvelle technologie, baptisée IBIS pour Intelligent Battery Integrated System, permettrait d'améliorer le rendement des voitures électriques de 10%, ce qui est un gain majeur d'efficacité énergétique. Alors comment fonctionne cette technologie? Elle repose sur un contrôle individualisé de chaque module de la batterie via un logiciel et une électronique dédiée. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la batterie est composée de plusieurs cellules. Dans le cas de l'exemple qui a été pris ici par Stellantis et par Peugeot sur une Peugeot électrique 3008, 288 cellules de nickel, manganèse, cobalt, les fameuses batteries NMC, regroupées en 24 modules pour une capacité totale de 65 kWh. Chaque module avec cette technologie peut être géré séparément, ce qui optimise à la fois la décharge électrique vers le moteur et la recharge depuis le réseau. Ça a plein d'avantages, soit ça permettrait de faire des voitures qui ont une autonomie 10% supérieure, soit de conserver la même autonomie avec des batteries techniquement 10% plus légères. Ce qui est sûr déjà, c'est qu'en supprimant le chargeur et l'onduleur traditionnel, on réduit déjà le poids d'une voiture électrique comme la Peugeot i3008 de 40 kg. Alors forcément sur un véhicule comme le i3008 qui fait quand même 2180 kg, ça change pas tout, mais ça permet globalement d'améliorer le rendement énergétique et surtout en supprimant le chargeur et l'onduleur, on peut avoir des batteries et un espace batterie plus petit et on peut donc sur le papier faire des véhicules plus bas, plus aérodynamique et là aussi optimiser l'autonomie et la consommation. À tous ces avantages s'ajoute également la diminution des pertes dues aux conversions du courant alternatif vers le courant continu. Quand on charge sa voiture à la maison par exemple, le courant électrique à la maison est alternatif alors que celui nécessaire pour recharger les batteries est continu. Ça c'est le job du chargeur et dans l'autre sens, l'onduleur normalement effectue l'opération inverse. Il transforme le courant continu en courant alternatif pour alimenter le moteur et les prises de courant embarquées. En supprimant le chargeur et l'onduleur, on supprime donc les pertes liées à l'utilisation de ces systèmes. Avec toutes ces améliorations sur le cycle mixte européen WLTC, la consommation d'énergie mesurée baisse de 10%, tout comme la consommation énergétique lors des recharges à la maison. Alors c'est un autre avantage, c'est que ça permet aussi d'accélérer le temps de rechargement d'une voiture. Peugeot estime par exemple qu'en recharge lente sur une borne domestique, en 7 kW avec ce système, on passerait d'un temps de recharge de 7 heures à 6 heures. En plus de tous ces avantages, Stellantis a réussi à sortir 15% de puissance supplémentaire du même moteur par rapport au système classique avec un onduleur externe. Stellantis assure en plus que tout ce système IBIS repose sur des composants éprouvés et peu coûteux sans nouvelles technologies complexes et qu'il n'y aurait pas d'augmentation du prix des véhicules électriques utilisant ce système, peut-être même plutôt une diminution, expliquant que le coût de ces ajouts serait largement compensé par la suppression des blocs matériels lourds comme l'onduleur justement ou encore le chargeur. Autre avantage majeur, c'est la réparabilité, puisque grâce à ce système de batterie modulaire, chaque module peut être contrôlé individuellement et remplaçable individuellement. C'est-à-dire qu'au lieu de changer une batterie entière, ce qui coûte parfois 15 000 €, voire plus dans certains cas, on pourrait par exemple ne changer que un ou deux modules défectueux, divisant peut-être la facture de remplacement par 10 ou par 15. La suite pour ce projet IBIS, d'après Stellantis, c'est de continuer les essais, notamment dans des conditions plus extrêmes et aussi dans des configurations à transmission intégrale. Selon Anne Laliron, qui est la vice-présidente
recherche de chez Stellantis, qui est responsable de ce projet, cette technologie pourrait être intégrée à des modèles de série d'ici la fin de la décennie. Donc en gros, allez, soyons honnêtes, à partir des années 2030. Donc on verra ce que ça va donner. Ce qui est cool quand même, globalement, avec ce projet, c'est de voir qu'on n'est pas en reste quand même en Europe. Côté innovation sur la batterie, certes, côté production et côté coût de production et d'utilisation, on est vraiment à des années-lumière de la Chine. Mais là où les constructeurs chinois misent plutôt sur la batterie solide ou semi-solide, l'Europe pourrait miser sur ces technologies développées par Stellantis, par exemple, des technologies maison que l'on maîtrise, permettant de gommer certains des défauts majeurs des véhicules électriques actuels. Bon, chez Stellantis, la série noire continue cette semaine. Malheureusement, le proverbe « jamais 203 » s'est appliqué concernant les marques du groupe. On rappelle que cette semaine, Stellantis avait annoncé déjà 2 rappels, l'un concernant des joints qui se détachaient en roulant sur certains modèles de ces Jeeps, l'autre concernait un rappel sur leurs utilitaires pour des problèmes de corrosion sur le système de direction. Le troisième problème de la semaine, c'est certains modèles de chez Citroën et de chez Opel qui sont touchés par un ordre de stop drive. En gros, si vous êtes propriétaire de ces modèles, vous avez l'interdiction de les conduire, au moins temporairement, le temps qu'ils soient vérifiés, contrôlés et réparés si besoin. Alors chez Opel, ça touche les modèles Frontera, et chez Citroën, malheureusement, ça touche toujours les mêmes modèles qui sont maudits, hein, ceux vraiment sur lesquels il y a sans arrêt des problèmes. La Citroën C3 et la C3 électrique, ainsi que la nouvelle C3 Aircross et C3 Aircross électrique. C'est un ordre de stop drive qui a été donné directement par le groupe, parce que d'après Stellantis, l'assemblage de la pédale de frein pourrait ne pas respecter les spécifications et normes prévues, ce qui pourrait tout simplement entraîner l'impossibilité de freiner avec ces véhicules, ce qui est évidemment, vous l'aurez tout de suite compris, très dangereux. Stellantis a voulu se montrer rassurant, expliquant que les systèmes de freinage électronique, donc tout ce qui va être frein à main justement électronique, mais également système de freinage d'urgence automatique, sont quand même fonctionnels. En attendant, ces modèles et leur système de freinage doivent être vérifiés en concession et peut-être changés si le défaut était bel et bien constaté. Les propriétaires de ces véhicules concernés bénéficieront de véhicules de remplacement le temps que leur voiture soit contrôlée, s'il leur en reste, parce qu'on rappelle quand même que chez Citroën en particulier, on a prêté beaucoup de voitures déjà pour que les clients qui subissent le stop drive lié aux airbags Takata puissent continuer de rouler. Stellantis précise que bien que partageant beaucoup d'éléments techniques, la Fiat Grande Panda de dernière génération n'est apparemment pas concernée par ce problème. C'est encore un coup dur pour un groupe qui enchaîne quand même depuis 2 ans, rappel sur rappel et problème sur problème. Alors d'ailleurs, ironie du calendrier, c'est également cette semaine qu'on apprend que Stellantis a déposé un nouveau brevet à l'Office européen des brevets, révélant que le groupe travaille sur une nouvelle génération de freins à tambour équipés d'aimants. Même si la plupart des véhicules ont des freins à disque sur les 4 roues, il y a quand même toujours des modèles qui sont en tambour, notamment certains véhicules électriques ou certains véhicules d'entrée de gamme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'objectif de ce nouveau système de frein tambour, c'est de répondre aux exigences de la norme Euro 7 qui imposera pour la première fois dans l'histoire des normes Euro des seuils d'émission de particules liées au freinage. Cette nouvelle réglementation s'appliquera à partir du 29 novembre 2006. Face à ces nouvelles contraintes, les constructeurs équipementiers multiplient les innovations. La force des freins tambours, c'est qu'en plus d'être plus légers et moins coûteux, déjà contrairement aux idées reçues, ne sont pas moins efficaces que les freins à disque. En plus de tout ça, ils génèrent moins de frottement. Et c'est sur cette baisse des frictions que compte Stellantis pour émettre moins de particules de freinage. Ce système imaginé par Stellantis intègre des aimants qui sont disposés sur la périphérie du plateau. Alors ce qu'on appelle le plateau, c'est tout simplement la grande pièce métallique circulaire qui est fixée au moyeu de la roue. C'est ce qui remplace le disque, hein, tout simplement sur un système de freinage à tambour. Ces aimants permettront de capter les particules métalliques issues de l'usure des garnitures, les fameuses particules de freinage que la norme Euro 7 veut limiter. Si pour l'instant seuls les résidus ferreux sont récupérés, l'efficacité pourrait être améliorée grâce à de nouveaux matériaux de friction. En contrepartie, parce que chaque système a ses inconvénients, ce système de frein nécessiterait un entretien plus régulier afin d'éliminer justement les poussières piégées. Une solution qui semble particulièrement adaptée aux voitures électriques dont le freinage régénératif limite l'usage des freins mécaniques et compense la moindre dissipation thermique des tambours face au disque. Pour terminer, on va parler un petit peu de Toyota qui, contrairement à l'intégralité des autres constructeurs, à part peut-être BMW, continue de croire dans l'hydrogène. Ça fait 30 ans que Toyota a mis son nez dans l'hydrogène et elle est persuadée que c'est une technologie qui a un avenir aussi bien pour les poids lourds que pour les bateaux que pour l'automobile. Ils sont même maintenant convaincus chez Toyota que l'hydrogène remplacera d'ici 2035 le diesel, expliquant qu'il était plus facile de faire des voitures à hydrogène à haute autonomie
d'autonomie et surtout que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de faire le plein d'un réservoir d'hydrogène que de recharger une voiture électrique. On reconnaît chez Toyota bien sûr que le grand public est assez sceptique, que les gens globalement se moquent de l'hydrogène, mais explique que le seul gros problème qu'il reste à résoudre pour l'hydrogène, pour que ce soit utilisable par à peu près tout le monde, c'est le réseau de ravitaillement qui n'est vraiment pas assez développé. En clair, chez Toyota, on est à peu près sûr d'avoir trouvé les solutions techniques permettant de faire des véhicules à hydrogène utilisables au quotidien. La seule chose que l'on attend, c'est que les gouvernements investissent dans le réseau hydrogène, et à ce moment-là, Toyota est convaincu que les clients accepteront de faire la bascule plus facilement que vers le véhicule électrique. Voilà, c'était les actus du jour, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité, celle du 22 septembre 2025. À demain, ciao.